Je m'appelle Brooke Sullivan, j'ai 32 ans, et j'avais l'habitude de penser que la famille était mon refuge jusqu'à ce que la fête de Noël de l'année dernière brise cette illusion. Imaginez la scène, une pièce bondée, les rires s'estompant, tous les yeux rivés sur moi. Je me suis levé, le cœur battant la chamade, et j'ai annoncé que j'avais épousé l'homme que j'aimais vraiment. Le silence était assourdissant. Les visages de mes parents se sont crispés de colère. Pendant des années, ils m'avaient dit qu'il n'était pas assez bien. Pas le genre d'homme qui pourrait rendre un Sullivan fier. Ils le comparaient constamment au petit ami de ma sœur Stacy, leur prétendue référence absolue, riche, élégant, le parfait gentleman. Peu importe à quel point mon mari travaillait dur, peu importe sa gentillesse, ils le rejetaient comme étant indigne de nous. Et puis ce soir-là, mes parents se sont penchés en avant et ont craché les mots qui m'ont blessé plus profondément que tout auparavant, à nos yeux, tu es déjà morte. À côté d'eux, ma sœur a souri en coin, laissant échapper un ricanement cruel, ses yeux pétillants de mépris comme si elle avait enfin gagné. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, vif et impitoyable, déchirant des années d'efforts pour faire mes preuves, pour mériter leur amour. La pièce s'est figée, les parents, les amis, tous stupéfaits et silencieux, mais je n'ai pas craqué. J'ai relevé le menton, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, compris. Puis j'ai pris mon manteau, j'ai pris la main de mon mari et je suis sorti dans la nuit froide, sans jamais regarder en arrière. Ce moment ne concernait pas seulement leur cruauté, il s'agissait de se libérer du contrôle, des comparaisons, d'une vie entière à m'entendre dire que je ne serais jamais à la hauteur. Et ce qui s'est passé ensuite, la vie que j'ai construite, la chute à laquelle ils ont fait face, a tout prouvé. Des mois plus tard, quand ils sont venus frapper à ma porte, désespérés et brisés, j'étais prête avec des mots qu'ils n'oublieront jamais. Vous a-t-on déjà dit que quelqu'un que vous aimez n'était pas assez bien? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez tenu bon. Ayant grandi dans la banlieue de Madison, notre maison paraissait parfaite de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ma mère, Donna, dirigeait chaque aspect de ma vie. Dès que j'ai pu choisir, elle a décidé pour moi, les écoles, les amis, même les activités extrascolaires que je pouvais rejoindre. À 7 ans, je voulais essayer le football, mais maman a insisté pour des leçons de piano car elles étaient plus raffinées. Je m'entraînais pendant des heures, les doigts endoloris, seulement pour l'entendre critiquer chaque fausse note. Tu dois être meilleur, Brooke, disait-elle, sa voix tranchante, ne laissant aucune place à la discussion. Mon père, David, prenait rarement la parole. Il hochait la tête, son silence plus éloquent que n'importe quel mot, soutenant chaque décision de maman. Si je résistais, il marmonnait, « Écoute ta mère », et se retirait derrière son journal. Leur contrôle était comme un poids dont je ne pouvais me défaire, un rappel constant que je n'étais pas assez bien. Ma sœur, Stacy, était la référence que je ne pourrais jamais atteindre. Elle excellait à l'école, ses bulletins remplis de notes parfaites, et maman la louait sans cesse. Stacy ira loin, disait maman au dîner, les yeux fixés sur ma sœur. J'étais assise là, poussant la nourriture dans mon assiette, me sentant invisible. Stacy n'aidait pas. Elle souriait en coin quand j'avais du mal avec mes devoirs de mathématiques, rejetant ses cheveux en arrière et disant « Ce n'est pas si difficile, Brooke ». Ces moqueries me piquaient, mais je restais silencieuse, espérant éviter une autre leçon de maman. Une fois, j'ai ramené un B en anglais, fier de mes efforts. Maman a parcouru le bulletin, a froncé les sourcils et a dit « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Stacy ?» J'avais 12 ans, et ces mots se sont gravés en moi. L'école était le champ de bataille de ma mère. Elle choisissait mes cours, mettait son veto sur les matières à option comme l'art parce qu'elles étaient une perte de temps, et exigeait que je rejoigne le club de débat pour forger mon caractère. Je détestais le débat, trébuchant sur les arguments devant des yeux critiques. Mais maman était assise dans le public, son regard me poussant à performer. Quand je perdais un match, elle me faisait la leçon pendant tout le trajet du retour sur l'effort et la discipline. « Tu nous fais honte », lançait-elle sèchement. Je hochais la tête, ravalant ma frustration, sachant qu'il était inutile de discuter. Mes amis non plus n'étaient pas les miens. Maman désapprouvait les enfants qu'elle considérait comme de « mauvaises influences », comme ma meilleure amie de 5e année qui adorait les bandes dessinées. Elle m'a interdit de la voir, prétendant qu'elle me distrairait de mes études. J'ai appris à cacher mes amitiés, passant des appels téléphoniques en cachette quand maman n'était pas là. Stacy s'épanouissait dans ce système. Elle a rejoint la société d'honneur, a remporté des prix et s'est imprégnée de l'approbation de maman. Lors des réunions de famille,
Les proches la couvraient d'éloges, lui posant des questions sur ses projets universitaires tandis que je restais dans un coin, oublié. Stacy adorait l'attention. Elle interrompait mes histoires pour parler de sa dernière réussite, sa voix forte et assurée. Brooke est juste timide, disait-elle en riant, sachant que cela me blessait plus profondément. J'ai essayé de rivaliser, veillant tard pour étudier, mais mes efforts n'étaient jamais à la hauteur. Une fois, j'ai gagné un concours d'écriture à l'école, une petite victoire qui, je pensais, pourrait impressionner maman. Je lui ai montré le certificat, mes mains tremblant d'espoir. Elle y a jeté un coup d'œil, a haussé les épaules et a dit « L'essai de Stacy a été publié le mois dernier ». Mon cœur s'est serré, et j'ai rangé le certificat, sans jamais plus le mentionner. La pression ne s'arrêtait pas à la maison. Maman était bénévole à l'école, surveillant mes professeurs, s'assurant que je restais sur le chemin qu'elle avait tracé. Elle les appelait chaque semaine, posant des questions sur mes notes, mon comportement, même ma posture en classe. Je sentais ses yeux partout, comme si je ne pouvais jamais m'échapper. Le rôle de David était plus discret mais tout aussi pesant. Il me conduisait aux activités que maman choisissait, ne me demandant jamais ce que je voulais. Si je me plaignais, il soupirait et disait « Ta mère sait ce qui est le mieux ». J'ai cessé de me confier à lui après ça. Au lycée, j'étais épuisé, jonglant avec les exigences de maman et les moqueries de Stacy tout en essayant de me forger une identité propre. Je restais éveillé la nuit à rêver d'une vie où je pourrais choisir par moi-même, où ma voix compterait. Ce rêve semblait si lointain, mais c'était l'étincelle qui me faisait tenir. Quand j'ai commencé à l'université du Wisconsin, j'ai goûté à la liberté pour la première fois. Pendant des années, j'avais vécu selon les règles de maman, chaque choix façonné par ses attentes. Maintenant, sur le campus animé de Madison, je pouvais enfin respirer. J'ai choisi le marketing comme spécialité, attiré par son mélange de créativité et de stratégie. Mon premier cours, un atelier sur l'image de marque, a été une révélation. J'ai passé des heures à concevoir des campagnes fictives, à esquisser des logos et à présenter des idées à mes camarades de classe. Pour une fois, je ne cherchais pas l'approbation de quelqu'un d'autre. Ma professeure, une femme brillante avec un don pour repérer les talents, m'a prise à part après une présentation. « Vous avez une étincelle, Brooke », a-t-elle dit. Ne laissez personne l'éteindre. Ces mots ont allumé quelque chose en moi, une volonté de construire quelque chose par moi-même. En dehors des cours, j'ai exploré qui je pouvais être. J'ai rejoint un club de publicité étudiant, où j'ai dirigé un projet pour un café local. Nous restions debout tard à chercher des slogans autour d'une pizza, en riant de nos terribles premières ébauches. J'adorais ce chaos, la chance de créer sans que maman ne plane au-dessus de moi. Mais la liberté avait un prix. Maman appelait chaque semaine, remettant en question ma spécialité. Le marketing n'est pas une vraie carrière, lançait-elle au téléphone. Tu devrais choisir quelque chose de stable, comme Stacy. Je serrais le combiné, me forçant à répondre calmement, mais ces mots me rongeaient. Papa restait en dehors de ça, comme d'habitude, me laissant l'affronter seul. Stacy, maintenant en faculté de droit, intervenait lors des appels familiaux, se vantant de ses stages. Tu joues toujours avec des affiches, disait-elle, son ton dégoulinant de supériorité. Je l'ignorais, déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort. Un après-midi de printemps, ma voiture est tombée en panne dans une rue calme de Madison. Je me suis arrêté dans un garage voisin, frustré et en retard pour un projet de groupe. C'est là que j'ai rencontré mon petit ami, Caleb Young. Il était penché sur un moteur, des outils éparpillés autour de lui, ses mains tachées de graisse. « Voyons voir ça », a-t-il dit, sa voix calme et posée. Je l'ai regardé travailler, méthodique et concentré, expliquant le problème sans la moindre condescendance. La plupart des gars m'auraient ignoré, mais Caleb a écouté, répondant à mes questions avec patience. Nous avons parlé pendant 1 heure pendant qu'il réparait la voiture, échangeant des histoires sur la musique et les virées nocturnes. Son rire était chaleureux, et sa confiance n'était ni bruyante ni forcée. Elle était réelle. J'ai quitté le garage avec une voiture en état de marche et son numéro, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Caleb et moi avons commencé à nous voir, d'abord comme amis, puis quelque chose de plus. Il venait me chercher après les cours, et nous allions manger des hamburgers dans un restaurant près du campus. Il m'a parlé de son travail de mécanicien automobile, de son amour pour la résolution de problèmes avec ses mains. J'admirais sa fierté pour son travail, si différente de l'ambition polie que maman et Stacy valorisaient. Avec Caleb,
Je n'avais pas besoin de jouer un rôle. Il m'écoutait quand je pestais contre un projet difficile ou la dernière critique de maman, ne jugeant jamais, toujours constant. Tu es assez bien, Brooke, disait-il en me serrant la main. Ces mots m'ont porté à travers de longues nuits d'études et de doutes. Nous passions les week-ends à explorer Madison, à conduire jusqu'à des parcs tranquilles ou à assister à des concerts en ville. Pour la première fois, je me sentais vu, non pas comme un projet à réparer, mais comme moi. Concilier les études et Caleb n'était pas toujours facile. Je jonglais avec les échéances, les réunions de club et les services à temps partiel dans une librairie pour couvrir mes dépenses. Les appels de maman devenaient plus vifs, ses questions plus pointues. Avec qui passes-tu du temps, exigeait-elle. J'esquivais, disant que j'étais occupé par les cours, mais elle insistait, laissant entendre que je gaspillais mon potentiel. Stacy m'envoyait des textos, me demandant pourquoi je n'étais pas à la maison pour les dîners de famille, ses messages empreints de jugement. Trop occupé avec tes petits passe-temps, écrivait-elle. Je l'ignorais, me concentrant sur mes objectifs. J'ai décroché un stage d'été dans une agence de publicité locale, créant des campagnes sur les réseaux sociaux pour de petites entreprises. Le travail était passionnant, mais chaque pas en avant s'accompagnait d'un retour en arrière. Maman voulait que je vienne plus souvent, que je donne des nouvelles. Papa, quand il prenait la peine d'appeler, se faisait son écho, disant « Ne t'éloigne pas trop, Brooke ». Leur voix persistait, une attraction constante contre la vie que je construisais. Caleb est devenu mon ancre. Quand je doutais de moi, il me rappelait pourquoi j'avais choisi le marketing, pourquoi je continuais. Un soir, après qu'un long appel avec maman m'ait laissé épuisé, Caleb m'a emmené faire un tour en voiture. Nous nous sommes garés près d'un lac, les lumières de la ville scintillant au loin. « Tu ne leur dois pas tes rêves », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, sentant la vérité s'installer. Avec Caleb, j'apprenais à me faire confiance, à m'accrocher à l'étincelle que j'avais trouvée. Mais au fond de moi, je savais que le faire entrer dans le monde de ma famille mettrait tout à l'épreuve. L'automne dernier, j'ai amené Caleb à la maison pour rencontrer ma famille. Je sortais avec lui depuis plus d'1 an, et j'étais prête à partager la seule personne qui me faisait me sentir vraiment valorisé. Nous sommes arrivés devant la maison de mes parents à Madison, l'estomac noué. J'avais prévenu Caleb des exigences élevées de maman et de la langue acérée de Stacy, mais il m'a simplement serré la main et a dit « On va gérer ça ensemble ». Son calme m'a rassuré, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce dîner serait un test pour lequel je n'étais pas préparé. Nous nous sommes assis pour un repas tendu, la table lourde du rôti signature de maman et d'attente tacite. Maman a commencé par des banalités, ses yeux scrutant Caleb comme s'il était une énigme à résoudre. « Alors, Caleb, que faites-vous dans la vie ?» a-t-elle demandé, son ton poli mais teinté de jugement. Il a répondu avec assurance, expliquant son travail de mécanicien automobile, comment il aimait résoudre des problèmes que d'autres ne pouvaient pas. J'ai souri, fier de sa passion. Mais le visage de maman s'est durci. Un mécanicien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'incrédulité. C'est Manuel. Papa, assis en face d'elle, a légèrement hoché la tête, son expression illisible. J'ai serré ma fourchette, sentant l'orage se préparer. Stacy, qui ne manquait jamais une occasion de semer la zizanie, s'est penchée en avant. Tu sais, mon petit ami, Kyle Evans, dirige sa propre société d'investissement, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur Caleb. Il conclut des affaires valant des millions. Son sourire en coin était sans équivoque, une pique destinée à diminuer Caleb. Je lui ai lancé un regard, mais elle a simplement haussé un sourcil, me défiant de répondre. Caleb est resté calme, ignorant son commentaire d'un signe de tête poli. Ça a l'air impressionnant, a-t-il dit, gardant un ton égal. Mais je sentais l'air s'épaissir, le poids de leur jugement s'abattre sur nous. Maman n'a pas lâché l'affaire. Brooke, tu es dans le marketing, a-t-elle dit en coupant sa nourriture. Tu as besoin de quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un à ton niveau. Un mécanicien ne correspond pas vraiment à ça. Ces mots m'ont transpercé, rejetant Caleb comme s'il était indigne de moi. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais papa est intervenu pour une fois. Elle a raison, Brooke. Tu as un avenir brillant. Ne te contente pas de moi. Sa voix était douce mais ferme, faisant écho au verdict de maman. J'ai senti mon visage rougir, la colère montant en moi. Caleb a cherché ma main sous la table, son contact m'ancrant, mais je n'allais pas rester silencieuse. Son travail ne le définit pas, ai-je dit, ma voix stable malgré la chaleur dans ma poitrine.
Caleb est honnête, travailleur, et il me soutient d'une manière que vous n'avez jamais fait. La table est devenue silencieuse, les fourchettes s'arrêtant en plein vol. Les yeux de maman se sont rétrécis. Ne nous parle pas comme ça, a-t-elle lancé. Nous t'avons tout donné. Tu nous dois de meilleurs choix. Stacy a ri, un son sec et moqueur. Oh, allons, Brooke. Tu sors avec un mécanicien. Kyle a un appartement de grand luxe. Qu'est-ce que Caleb a, une boîte à outils? Ces mots étaient du venin, et j'ai vu Caleb se tendre, bien qu'il ait gardé son sang-froid. J'ai riposté. Stacy, tu n'as pas à le juger. Tu ne le connais même pas, ma voix s'est élevée, tremblant de années de frustration refoulée. Stacy a levé les yeux au ciel. J'en sais assez. Tu te ridiculises. C'en était trop. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Caleb est plus une famille pour moi que n'importe lequel d'entre vous ne l'a jamais été, ai-je dit, regardant tour à tour Stacy, maman et papa. Il me respecte. Vous voulez juste me contrôler. Maman a frappé la table de sa main. Assez. Tu gâches ton avenir pour lui. Choisis, Brooke. Nous ou lui. Son ultimatum flottait dans l'air, lourd et final. J'ai regardé Caleb, ses yeux constants, me faisant confiance pour décider. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de leur plaire, à me réduire pour correspondre à leur moule. Je choisis Caleb, ai-je dit, ma voix claire. Maman a eu un hoquet de surprise. Papa a secoué la tête, et Stacy a ricané, marmonnant, tu délires. J'ai saisi la main de Caleb, et nous sommes sortis, leur voix s'estompant derrière nous. Ce soir-là, j'ai réalisé que leur approbation ne valait pas la peine de me perdre, mais je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Quelques mois après ce dîner explosif, la fête de Noël chez mes parents était remplie de proches, et l'air était lourd de tension. Je l'avais redouté pendant des semaines, sachant que maman, papa et Stacy surveilleraient chacun de mes mouvements. Caleb et moi avions fait un choix audacieux quelques jours auparavant, un mariage secret dans un petit palais de justice de Madison. Juste nous deux et un témoin. Nous ne l'avions dit à personne, ne voulant pas que leur jugement entache notre moment. Mais ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité. Mon cœur battait à tout rompre quand nous sommes entrés, la main de Caleb ferme dans la mienne. Je portais une robe simple, ma nouvelle bague cachée sous une écharpe, mais j'avais l'impression d'entrer sur un champ de bataille. Le dîner a commencé tranquillement, avec des oncles et tantes discutant autour d'assiettes de dinde et de tartes. Maman me jetait des regards, son sourire crispé, tandis que papa sirotait son vin, évitant mon regard. Stacy était assise en face de nous, ses yeux allant de moi à Caleb, un sourire en coin sur les lèvres. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes, les mêmes que j'avais combattues toute ma vie. Au milieu du repas, je me suis levé, mes mains tremblant mais ma résolution ferme. J'ai quelque chose à dire, ai-je annoncé, ma voix coupant court au bavardage. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Caleb et moi nous sommes mariés la semaine dernière. J'ai soulevé mon écharpe, révélant la bague, et j'ai regardé Caleb, qui a hoché la tête avec une fierté tranquille. La pièce s'est figée. Puis le visage de maman est devenu rouge, sa fourchette tombant bruyamment dans son assiette. Marié, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais venimeuse. À lui? La mâchoire de papa s'est crispée, ses jointures blanches autour de son verre. Avant que je puisse répondre, ils se sont levés tous les deux, leur voix s'élevant à l'unisson. À nos yeux, tu es déjà morte, a craché maman, ses mots tranchant à travers la foule. Papa lui a fait écho, sa voix froide. Tu as gâché ta vie, Brooke. Les proches ont eu un hoquet de surprise, certains chuchotant, d'autres regardant fixement, choqués. J'ai senti l'air quitter mes poumons, leurs mots une trahison plus vive que toutes celles que j'avais subies. Stacy a rompu le silence avec un rire sec, ses yeux brillants de méchanceté. Un mariage secret avec Caleb, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris. C'était quoi, une formalité rapide dans un palais de justice délabré? Vous ne pouviez même pas vous offrir une vraie cérémonie. Ces mots se moquaient de notre choix, rejetant l'amour que nous avions construit. La main de Caleb s'est resserrée sur la mienne, mais il est resté calme, son silence plus fort que ses railleries. Je l'ai regardé, puis maman et papa, leurs visages durs de dégoût. Des années de leur contrôle, de leur critique, ont défilé dans mon esprit. Chaque moment où j'avais essayé de leur plaire, chaque fois où j'avais été mise de côté pour Stacy. C'était la goutte d'eau.
Je me suis redressé, ma voix stable malgré la douleur. Compris, ai-je dit, fixant maman dans les yeux, puis papa, puis Stacy. Le mot est resté en suspens, simple mais final. Je me suis tourné vers Caleb, son regard inébranlable, et nous nous sommes dirigés vers la porte. Stacy m'a interpellé, son ton moqueur. Tu t'enfuis déjà, Brooke? Typique. Je n'ai pas regardé en arrière. Les proches murmuraient, certains me suppliant de rester, mais leurs voix se sont estompées alors que nous sortions. L'air froid de décembre m'a frappé le visage, mais je me sentais plus légère, comme si une chaîne s'était brisée. Dans la voiture, Caleb m'a serré contre lui. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, des larmes piquant mes yeux, mais mon cœur était décidé. « C'est fini avec eux », ai-je dit. Ce soir-là, j'ai fait un choix. J'ai bloqué le numéro de maman, celui de papa et celui de Stacy. J'ai effacé leurs messages vocaux, leurs textos, leur emprise sur moi. Pendant des années, j'avais porté leurs attentes, leurs jugements, espérant une acceptation qui n'est jamais venue. Maintenant, avec Caleb à mes côtés, j'étais libre de choisir ma propre famille. Partir n'était pas seulement quitter une fête. C'était reprendre ma vie en main. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que je ne les laisserais plus jamais me définir. Après la fête de Noël, j'ai effacé les numéros de ma famille de mon téléphone. M'éloigner de maman, papa et Stacy, c'était comme enlever un lourd manteau que j'avais porté trop longtemps. Caleb et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons trouvé un appartement confortable dans le centre de Madison, un petit espace lumineux avec de grandes fenêtres et une vue sur les rues animées en contrebas. Emménager ensemble était notre premier pas vers la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. Nous avons passé les week-ends à déballer des cartons, à rire de la vaisselle dépareillée et à planifier notre avenir. Pour la première fois, je ne regardais pas par-dessus mon épaule, attendant un jugement. Ma carrière a décollé d'une manière que je n'avais pas imaginée. Je travaillais dans une agence de marketing depuis 1 an, mais on m'a alors offert un rôle de responsable sur une campagne majeure pour une start-up technologique locale. Le projet était ambitieux, une refonte complète de la marque avec des panneaux d'affichage, des publicités sur les réseaux sociaux et un événement de lancement. Je me suis lancé à corps perdu, esquissant des idées tard dans la nuit, proposant des concepts audacieux à mon équipe. Ma patronne, une femme pragmatique avec un œil aiguisé pour les détails, a loué mon travail. « Tu déchires, Brooke », a-t-elle dit après que j'ai présenté un nouveau slogan. Ces mots ont été comme un baume, si différents des critiques incessantes de maman. Je me suis investi dans la campagne, coordonnant avec les designers et respectant des délais serrés. Lorsque le client a approuvé notre proposition, mon équipe a applaudi, et j'ai ressenti une vague de fierté que je n'avais pas connue depuis des années. Un après-midi frisquet, j'ai croisé l'amie de ma mère, Margaret Evans, dans un café près de mon bureau. Elle m'a repéré dans la file d'attente et m'a fait signe de la rejoindre, son sourire chaleureux mais prudent. « Brooke, ça fait un moment », a-t-elle dit, sa voix douce. Nous nous sommes assises avec nos boissons, et elle m'a demandé comment je tenais le coup. J'ai hésité, ne sachant pas si elle ferait un rapport à maman, mais ses yeux étaient bienveillants, pas indiscrets. Je lui ai parlé de la rupture après la fête, du choix de Caleb. Margaret a écouté, hochant la tête pensivement. « Tu as fait ce qui était juste pour toi », a-t-elle dit. « Ne laisse personne te faire douter de ça. » Ces mots m'ont touché profondément, un rappel que je n'étais pas seul dans mon choix. Elle a partagé une histoire sur sa propre lutte avec les attentes familiales, m'exhortant à rester forte. « Tu construis quelque chose de réel », a-t-elle dit en me serrant la main. J'ai quitté le café en me sentant plus légère, son soutien un ancrage discret. Caleb et moi nous sommes investis dans notre vie commune. Il s'épanouissait au garage, s'occupant de réparations plus importantes et se forgeant une réputation pour sa compétence. Nous rentrions à la maison après de longues journées, préparions des dîners simples et parlions de tout, nos rêves, nos peurs, les petits moments qui nous faisaient rire. Un soir, il m'a surprise avec une playlist des chansons que nous avions écoutées lors de nos premiers rendez-vous, m'entraînant dans une danse ridicule dans notre salon. « Ça, c'est nous », a-t-il dit en me faisant tourner. J'ai ri à en avoir mal aux côtes, ressentant une joie que je n'avais jamais connue avec ma famille. Nous avons planifié des voyages, parlé de fonder une famille un jour et économiser pour une maison. Chaque étape ressemblait à une promesse que nous nous faisions, un engagement envers la vie que nous avions choisie. Le travail me maintenait ancré. La campagne a été lancée avec un événement bondé dans une salle du centre-ville, où nos publicités passaient sur un écran géant.
des clients m'ont serré la main, louant les visuels audacieux et les slogans accrocheurs. J'étais là, à regarder la foule, réalisant que j'avais construit quelque chose de significatif sans les règles de maman ou les moqueries de Stacy. Caleb était là, applaudissant plus fort que quiconque, sa fierté pour moi indubitable. « Tu es inarrêtable », a-t-il murmuré, son bras autour de moi. Pour une fois, je l'ai cru. Le succès n'était pas seulement professionnel, c'était la preuve que je pouvais m'épanouir selon mes propres termes. Les mots de Margaret me sont restés, un rappel de tenir bon. Le poids des attentes de ma famille ne me manquait pas, mais je me demandais parfois s'ils me verraient un jour différemment. Caleb et moi ne nous attardions pas là-dessus. Nous remplissions nos journées de travail, d'amour et de petites joies, des cafés à emporter, des films tard le soir, des promenades dans les rues enneigées de Madison. Notre appartement est devenu un havre, un endroit où je pouvais être moi-même sans excuse. Je n'étais plus la fille qui se réduisait pour correspondre à leur moule. Avec Caleb à mes côtés, je construisais une vie qui me semblait vraie, une vie où je définissais ma propre valeur. 3 mois après la fête, Margaret a appelé avec une nouvelle choquante. J'étais dans mon bureau en train de revoir des maquettes publicitaires quand son nom a clignoté sur mon téléphone. Sa voix était lourde, pas le ton chaleureux de notre discussion au café. « Brooke, c'est à propos de ta famille », a-t-elle dit. Je me suis préparé, ne sachant pas à quoi m'attendre. Elle m'a dit que Stacy avait été dupée par Kyle, l'homme dont elle s'était vantée sans cesse. Il l'avait convaincue d'investir toutes ses économies, plus de 60 000 $, dans un plan d'investissement soi-disant infaillible. C'était une arnaque. Le projet n'existait pas, et Kyle a disparu, laissant Stacy avec rien d'autre que des comptes en banque vides et une pile de contrats sans valeur. Les mots de Margaret m'ont frappé comme un coup de poing. Stacy, toujours si confiante, toujours la préférée de maman, était tombée de haut. Elle avait fait confiance au charme de Kyle, à ses promesses de richesse rapide, pour apprendre qu'il avait aussi escroqué d'autres personnes. La nouvelle s'est répandue dans les cercles très unis de Madison, des murmures sur le mauvais jugement de Stacy la suivant comme des ombres. Elle avait été si prompte à se moquer du travail de Caleb, de son honnêteté, mais son petit ami, à succès, l'avait mené en bateau. J'ai ressenti une lueur de pitié, mais elle s'est vite estompée. Les moqueries de Stacy, ses sourires en coin face à mes choix, me piquaient encore. J'ai remercié Margaret et j'ai raccroché, l'esprit tourmenté par le poids de tout cela. Les retombées ne se sont pas arrêtées à Stacy. Margaret a expliqué que maman et papa étaient intervenus pour la renflouer. Les dettes de Stacy étaient écrasantes, frais de justice, prêts impayés et un style de vie qu'elle ne pouvait pas maintenir. Pour couvrir cela, ils ont vendu leur maison, celle dans laquelle ils avaient investi des décennies, celle dont maman se vantait toujours lors des événements communautaires. Ils ont emménagé dans un appartement exigu en location en périphérie de la ville, bien loin de leur impeccable maison de banlieue. Leurs économies ont fondu, et l'entreprise de conseil de papa a pris un coup lorsque des clients se sont retirés, méfiant de la réputation ternie de la famille. La scène sociale de Madison, où maman tenait autrefois le haut du pavé, est devenue froide. Les amis ont cessé de les inviter à dîner, et leurs noms sont devenus synonymes d'échec. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, digérant tout cela. Caleb a écouté pendant que je racontais l'appel de Margaret, sa main posée sur la mienne. Ils ont fait leur choix, a-t-il dit, sa voix posée. J'ai hoché la tête, mais une partie de moi se demandait comment on en était arrivé là. Maman et papa avaient toujours mis Stacy sur un piédestal, finançant ses ambitions tout en rejetant les miennes. Maintenant, leur loyauté aveugle leur avait tout coûté. Je ne me suis pas réjoui. Il n'y avait aucune joie dans leur chute, mais j'ai ressenti une clarté tranquille. Leur jugement, leur insistance à contrôler ma vie, avaient été construits sur des fondations fragiles. Margaret a rappelé une semaine plus tard, son ton plus doux mais urgent. « Tes parents veulent te parler, Brooke », a-t-elle dit. « Ils ont des difficultés, et tu leur manques. » Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ce ne sont plus les mêmes personnes que tu as quittées. » J'ai fixé mon téléphone, l'écran se brouillant alors que ces mots s'imprégnaient. Maman et papa qui me contactaient après tout ça? J'ai pensé à leur colère lors de la fête, à leurs paroles cruelles, aux années d'exigence que je n'ai jamais pu satisfaire. Une partie de moi voulait répondre, les écouter, mais une partie plus forte a tenu bon. J'avais passé trop de temps à essayer de gagner leur approbation pour être ensuite rejeté. Je ne suis pas prête, Margaret, ai-je dit, ma voix calme mais résolue. Peut-être que je ne le serai jamais. Elle n'a pas insisté.
Je comprends, a-t-elle dit. Tu as construit quelque chose de bien. Protège-le. Ces mots faisaient écho à la force que j'avais trouvée avec Caleb, à la vie que nous nous forgions. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, ma décision claire. Je n'ai pas débloqué leur numéro ni répondu aux messages que Margaret disait qu'ils avaient envoyés. Leurs difficultés étaient réelles, mais ce n'était pas à moi de les résoudre. J'avais passé des années à porter leurs attentes, à me plier à leurs règles. Maintenant, c'était fini. Caleb et moi avons parlé tard dans la nuit, réfléchissant à ce que nous avions appris. Leur chute n'était pas de ma faute, mais c'était une conséquence de leur choix, favoriser Stacy, me rejeter, s'accrocher aux apparences. Les ragots de Madison n'atteignaient pas notre appartement, où nous étions occupés à construire notre propre monde. Je me suis concentré sur mon travail, décrochant de nouveaux clients pour l'agence, tandis que Caleb acceptait une promotion au garage. Nous avancions ensemble, libérés du poids de leur jugement. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais la mienne. 5 mois après la fête de Noël, ma sonnette a retenti avec insistance. J'étais dans notre appartement en train de revoir des notes de campagne quand le son m'a surprise. Caleb m'a regardé, le front plissé. J'ai ouvert la porte pour trouver maman, papa et Stacy debout là, leur visage un mélange d'épuisement et de désespoir. Brooke, nous devons parler, a dit maman, sa voix tremblante. Papa a hoché la tête, ses yeux évitant les miens, tandis que Stacy se déplaçait mal à l'aise, sa confiance habituelle disparue. Ils ont supplié pour obtenir le pardon, leurs mots se bousculant les uns les autres, désolés pour la fête, pour leur jugement, pour m'avoir repoussé. J'ai écouté, mon cœur battant la chamade mais ma résolution ferme. J'ai pris une profonde inspiration, les regardant chacun leur tour. Les morts ne peuvent pas revenir, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Leurs visages se sont décomposés, les yeux de maman se sont remplis de larmes, la mâchoire de papa s'est crispée, la bouche de Stacy s'est ouverte en signe de protestation. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai fermé la porte, le clic résonnant dans le silence. Caleb m'a prise dans ses bras, et j'ai senti le poids de leurs supplications se lever. J'avais passé des années à rechercher leur approbation, mais cette fille avait disparu. C'était ma limite, ma position finale. La vie avec Caleb était mon encre. Nous nous étions installés dans notre appartement de Madison, nos journées remplies d'amour et de but. J'avais maintenant été promu à l'agence de marketing, supervisant plusieurs campagnes. Mon dernier projet, une publicité à l'échelle de la ville pour une organisation à but non lucratif, a remporté un prix, mon nom étant loué dans les cercles de l'industrie. Le garage de Caleb prospérait également, sa réputation grandissant auprès des clients qui appréciaient sa compétence. Nous célébrions les petites victoires, les dîners que nous préparions ensemble, les randonnées du week-end, les projets pour un avenir que nous définissions. Notre bonheur n'était pas bruyant, mais il était réel, construit sur le respect mutuel et la confiance. Pour maman, papa et Stacy, les conséquences persistaient. Margaret m'avait dit qu'ils avaient toujours des difficultés, louant un petit appartement en périphérie de Madison, leurs économies épuisées par l'investissement raté de Stacy. Leur cercle social s'était rétréci, les anciens amis les évitant après le scandale avec Kyle. Stacy, autrefois le centre de l'attention, était maintenant isolée, son charme ne faisant pas le poids face aux ragots qui la suivaient. Je ne leur souhaitais aucun mal, mais leur choix les avait menés là. Leurs excuses ne pouvaient pas effacer les années de contrôle, le mépris de ma valeur. J'ai appris une dure vérité, fixer des limites est le seul moyen de protéger sa tranquillité d'esprit. La famille n'est pas une obligation quand elle s'accompagne de manque de respect. Couper les ponts n'a pas été facile, mais cela m'a libéré pour vivre authentiquement, pour choisir qui je laissais entrer. Caleb m'a montré ce que la famille pouvait être, un soutien, pas un étouffement. Je suis plus forte maintenant, non pas parce que je les ai rejetés, mais parce que je me suis choisi. À tous ceux qui écoutent, merci d'avoir suivi mon histoire. Ce n'est pas seulement la mienne, c'est un rappel de défendre sa propre valeur. Avez-vous été confronté à des dynamiques familiales difficiles? Comment fixez-vous des limites? Partagez vos réflexions ci-dessous, et entamons une conversation sur la construction de relations plus saines. Votre voix compte, et je suis reconnaissante pour votre soutien.